Bonjour à tous. Merci d'être là pour les 20 ans de Symfony, de la FUB, de PHP. Tout le monde fait son anniversaire, d'API Platform aussi. C'est une année, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est calé comme ça, mais ça tombe bien. Faut que je déverrouille, c'est une bonne idée. Voilà. Donc je vais vous parler de... Alors Symfony a 20 ans, je ne vais pas vous faire les 20 ans. Je vais passer Symfony 1, moi j'étais pas né en Symfony 1, ça tombe bien. Je suis né il y a 12 ans avec la version 2.5. Quand j'ai préparé cette conférence, je me suis demandé qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années dont on peut être fier. On peut dire waouh, ça c'est cool. On a ça dans Symfony et on a vraiment quelque chose de particulier, une façon de faire de la tech web à nous qu'on aime. Et c'est voilà, ce que j'ai essayé de faire, évidemment, en projetant un petit peu sur ce qu'on est en train de faire là en ce moment, donc Symfony 8 qui se prépare. Donc Symfony, vous connaissez, l'intro, c'est à la fois des composants indépendants que chacun peut réutiliser comme il veut à sa sauce, et puis c'est aussi un framework, c'est-à-dire une façon particulière d'utiliser ces composants ensemble. Les deux coexistent ensemble au sein du projet, et en fonction de la personne à qui vous parlez, il va comprendre Symfony différemment. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Symfony se retrouve dans Drupal, dans Laravel, dans plein d'autres technos, et aussi qu'on a un écosystème dit Symfony. Là, on est plus sur le framework. Ça a démarré en 2005 à Sensio Labs. Maintenant, Symfony est une entreprise à part. Sensio Labs est une entreprise de service. Et ça a un triptyque de modernité, de performance et d'expérience développeur, qui est un sujet qu'on essaye de travailler en permanence. Ça a été assez inspirant de voir la façon dont Fabien en particulier et d'autres, Ryan aussi, ont essayé d'insuffler une façon de se réinventer, de jamais se dire on va monter tout en haut de notre tour d'ivoire d'abstraction et de trucs comme ça. On va plutôt essayer de casser tout ça pour revenir aux fondamentaux assez régulièrement. Vous connaissez le calendrier de publication, c'est comme ça qu'on fait dans Symfony depuis tout le temps, depuis que je suis né. Donc aujourd'hui, on est au milieu de la 7.3, mais on est surtout à la fin du cycle de développement de la 7.4 et de la 8.0 qu'on va publier fin novembre. Et en même temps, on maintient des LTS, qui sont la 5.4 pour les problèmes de sécurité éventuels, et la 6.4 pour faire un tuilage avec la prochaine LTS, donc Long Term Support, qui est la 7.4. On ship ce qui est prêt. Ça a toujours été comme ça et ça fonctionne super bien et c'est ce qui permet au reste de l'écosystème ensuite de s'aligner et Drupal de publier ses versions un peu après celle de Symfony et vous de faire des mises à jour un petit peu après chaque nouvelle version. Vous connaissez le wow, le premier wow, c'est sur cette promesse de rétrocompatibilité. C'est de dire on ne va pas tout casser. À chaque fois qu'on fait une nouvelle version, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir faire un composer update et récupérer le code et ça ne va rien changer à l'application. Vous aurez des nouvelles features, des nouvelles dépréciations, et puis, si vous considérez que vous commencez maintenant, ou plutôt demain avec la 8.0, ce que je vous encourage à faire pour les nouveaux projets en 2026, ben vous aurez 5 ans de support, finalement, dans le cycle 8, avant de vous soucier de la prochaine majeure. Et tous les 6 mois, vous pourrez faire un update, fixer les dépréciations, et puis comme ça, vous serez prêt. Et puis ça fonctionne comme ça depuis pas mal d'années. C'est un des premiers sujets dont je me suis occupé quand je suis entré dans la communauté, mettre en place toute cette politique de dépréciation. On l'a amélioré au cours du temps. Il y a Mathias qui va en parler. Voilà, c'est cool. Le deuxième truc, c'est évidemment de dire une version majeure tous les 2 ans. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement aussi. Ça impose de ne pas vous demander de refaire un nouveau projet tous les 2 ans. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc Symfony 1, Symfony 2, ça a le même nom au début. Il y a la majuscule qui change. En fait, c'est complètement différent, vous le savez. Hein. Mais depuis Symfony 2, on passe facilement de la 3 à la 4, à la 5, à la 6, à la 7, à la 8. Et ça peut continuer comme ça longtemps, j'espère. Il y a eu des changements, des dépréciations qui étaient plus ou moins impactantes. Je crois qu'on en a de moins en moins qui sont difficiles à franchir. Vous me direz. J'espère que la transition à Symfony 8 sera tranquille. Donc, ma recommandation, c'est quand vous voyez des dépréciations, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas prêt à tout de suite vous plonger dans le correctif ou la nouvelle façon de faire, c'est OK, mais faites quand même l'effort au cours du temps de corriger les dépréciations. C'est passer le balai devant sa porte, c'est ranger sa chambre, c'est ce genre de choses qui font qu'au final,
bah, on est dans la continuité des évolutions. Alors, sur ces talks, j'aime bien, on est tous d'accord, on aime bien les features majeures, les versions majeures, parce que Symfony 8, on se dit, waouh, c'est génial, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Symfony 8 ? Et vous savez que ça, c'est l'effet du marketing, c'est le marketing qui adore les nouvelles versions majeures. Mais nous, on fait du semantic versioning et c'est super ennuyeux, en fait, une version majeure. Parce qu'une version majeure, c'est rien. C'est juste supprimer du code déprécié. Il y a un autre truc qui se passe aussi, c'est que pendant qu'on fait des trucs dont on peut parler à des conférences, faire des nouveaux sujets, etc., il y a beaucoup de travail qui est fait par la communauté de ce qu'on appelle des changements mineurs. Et vous verrez que c'est la majorité de l'activité sur Symfony en réalité. Les changements mineurs, c'est améliorer les descriptions de types dans les PHP docs, changer des typos, améliorer le code style, trouver du code mort, améliorer la CI, les traductions, trouver des optimisations de performance. On considère que ce n'est pas une feature en tant que telle, même si ça peut se discuter. Améliorer les messages d'erreur. Et puis aussi s'assurer que quand Doctrine release une nouvelle version, bah, le code tournera avec la nouvelle version. Comme ça, vous ne serez pas coincé, vous, avec l'ancienne à cause de Symfony. Tout ça, ça prend du temps, énormément de temps, et d'activité et d'attention. Si on regarde les stats sur Symfony 8, là j'ai fait le diff entre Symfony 7.4, la branche 7.4, donc qui n'est pas encore publiée, qui contient plein de nouveautés, et Symfony 8, la branche Symfony 8. C'est pour montrer ce qu'il y a de spécifique dans la version 8. Vous voyez que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a pas mal de lignes qu'on sauté, 35 000 lignes de code à peu près. Ça, c'est parce qu'on a simplifié le code, donc on a viré beaucoup de choses. C'est des fixtures en général, hein, vous inquiétez pas, c'est pas du code qui est passé à la poubelle. Mais quand même, ça fait des choses dont on a pu à se soucier. Il n'y a pas beaucoup de features. En fait, ce n'est pas des features, c'est des suppressions de features. Ça, c'est les 72 dépréciations dont on s'est dit ça serait bien qu'on les affiche dans le changelog quand même, parce que ça pourrait vous intéresser, peut-être que vous utilisez cette feature. Il y a 507 mineurs, je vous ai dit, c'est beaucoup d'activités. Et puis il y a 270 merge up. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas, mais qu'on fait nous dans la core team, qui consiste à merger les fixes de 6.4 en 7.3, en 7.4, en 8.0. Et comme ça, voilà, on fait ça régulièrement. Assez souvent même, vous voyez. Voilà, ça c'est la big picture. Symfony 8, il y a quoi dedans? Il y a ça. Ça, c'est ce que j'ai choisi, c'est ma shortlist. Je ne vous ai pas mis les 72 lignes. Le premier truc important, c'est qu'on a bumpé à PHP 8.4 minimum. Ça nous permet de supprimer le code pour la gestion des services lazy qui était fait en PHP, maintenant c'est natif. Pareil pour la dépendance au parseur HTML5, c'est natif aussi. Ça, c'est des gros morceaux de code qui permettent de sauter grâce à 8.4. Et il y en a d'autres, évidemment. Après, c'est des améliorations de syntaxe, ce genre de choses. Mais ça, c'est l'essentiel. On a aussi supprimé toutes les implémentations de sleep et wake up. Et maintenant, il faut utiliser serialize et unserialize à la place. Je le mentionne parce que c'est une dépréciation qui a été annulée dans 8.5, PHP 8.5. C'est tout récent, mais on a quand même fait le boulot. Dans PHP 8.5, il était prévu de déprécier sleep et wake up. Finalement, dans un deuxième temps, la discussion a dit non, on ne va pas le déprécier parce que ça va avoir un impact trop important. Et dans Symfony, on anticipe le changement. Et donc, on l'a déjà déprécié pour ensuite passer sur la nouvelle version ou les nouvelles méthodes. On a rajouté des types de retours qu'on n'avait pas mis dans certaines interfaces. Parce que ça, c'est lié à la politique de backward compatibility. On veut qu'un bundle, typiquement, de l'écosystème, puisse fonctionner facilement avec la version 6 et la version 7 en même temps. Et il y a des changements, type, par exemple, rajouter un type de retour sur une interface que tout le monde utilise. Si on le fait, on casse la cross-compatibilité. Donc, il y a beaucoup de types de retours qu'on a rajoutés en 7.0. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas mis. Et là, on s'est dit, bon, maintenant, ça fait 2 ans, on va casser ce truc-là. Et donc, on a rajouté quelques types de retours. Des petites choses anecdotiques, mais intéressantes quand même. Les Remember Me cookies, donc c'est des cookies qui permettent de faire le Remember Me. Il y avait la classe, le nom de la classe de l'objet utilisateur, dans le cookie, en clair. Et ça fait plusieurs années qu'on se dit, mais pourquoi c'est là? Ça n'a pas vraiment de raison d'être public, ce truc. C'est un détail d'implémentation en interne. On a mis un peu de temps à trouver comment déprécier ce truc correctement, mais ça y est, c'est fait. Les cookies en 8.0 n'auront plus cette classe. On a supprimé la classe type dans le composant property info à la place du composant type info. Ça, c'est des choses qui viennent grâce à des nouveaux composants. On switch,
on bascule sur des nouvelles façons de faire. Et puis le dernier, qui est le plus récent, c'est qu'on a supprimé le format de configuration XML pour tout ce qui est configuration de service et de route. Je vais y revenir. Alors, le premier wow que je fais, et là, hop, on fait un flashback dans le temps. Pas 20 ans, mais quand même quelques années. Symfony 3.4. C'est Fabien qui introduit ça et qui fait ça serait génial si, en installant un bundle, un package, il pouvait être déjà préconfiguré. Avant Flex, il y avait des readme qui étaient longs comme ça, en disant hop, t'installes le bundle, alors pas de problème. Et là, il y avait step by step comment installer le bundle, la configuration, les machins. Il y en a certains qui connaissent ça. Flex a complètement révolutionné ça en disant on a ce plugin Composer qui va rajouter des fichiers YAML dans le dossier config et ça marche. Et ensuite, on a rajouté des façons de mettre à jour et de maintenir en fait ces recettes avec la commande recipes update. Voilà, ça c'est une grosse révolution dans l'expérience de développement. C'est venu en même temps que tout ce qui est auto-wiring et auto-configuration. Je pense que ça, c'est aussi un gros wow. Ça fait longtemps qu'on ne code plus tous les jours dans du YAML. À l'époque, Symfony 2, au début, il fallait toujours passer du YAML au code, du code au YAML pour décrire pour le conteneur la façon d'instancier les services. Ça n'est plus le cas. L'auto-wiring est capable de faire une grosse partie du boulot. Il y a des attributs qui permettent de continuer à décrire la façon dont on veut se servir de nos classes ou dont on voudrait que Symfony se serve de nos classes. Voilà, donc j'appelle ça un rêve pour le développeur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je trouve que ça marche super bien. Donc ça c'est un gros wow qui est venu en même temps. Vous connaissez cet exemple peut-être, ça c'est juste pour illustrer qu'en une ligne, voire un attribut, on fait des choses qui sont assez complexes, puisque ça implique qu'il y a un mécanisme qui est capable de découvrir dans notre code toutes les classes qui sont des channels, dans mon exemple, puis ensuite de les compiler pour en faire un itérateur qu'on va passer à cette classe-là. Et ça, voilà, une description, Symfony enchaîne toute la suite. Et ça, c'est top. Il y a plein de variantes de ça. Vous pourrez voir mon talk demain, je vais en montrer quelques-unes. Dans la continuité, Flex, ça ne va pas assez loin. Flex, c'est juste le truc par défaut. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il soit possible, et ça, c'est Ryan qui a pris le lead là-dessus, que ce soit possible de facilement générer tout un système d'authentification, même une entité, un formulaire, ce genre de choses. Donc là, le Maker Bundle a été aussi une super avancée dans l'expérience développeur pour permettre de démarrer facilement, voilà, sur tous ces use cases assez communs. Je pense qu'il y a encore du travail qui peut arriver sur le Maker Bundle. On est loin d'être à l'idéal. Je pense que les LLM vont nous aider sur ce sujet de génération de systèmes d'authentification. Donc, il y a un travail, une réflexion en cours sur comment passer au next step, Maker Bundle 2. On a partagé avec certains des idées. Voilà, mais en tout cas, quelque chose d'important dans le chemin d'amélioration de l'expérience de l'onboarding sur les projets Symfony. Alors, je fais un wow, pas Symfony cœur, mais API Platform, parce que l'écosystème, en même temps que Symfony grandit, propose des solutions qui sont vraiment avancées. Et API Platform, Antoine, Kevin et toute la communauté, ils ont fait un super boulot pour nous packager tous ces formats d'API et tous les vocabulaires qu'on ne connaît pas forcément par cœur, mais qu'eux ont lu pour nous et nous ont mis dans des abstractions. Et ça, c'est top aussi. Donc ça, c'est un beau wow. On a quelque chose dans l'écosystème qui est vraiment en avance, je crois, sur beaucoup d'autres, même techno, pas que PHP. Il y a aussi eu, ça c'était les API. Donc, les API, c'est pour des fronts compliqués qui parlent à des back-ends qui n'ont pas de tête, comme on dit en français. Et de l'autre côté, on s'est dit, non mais c'est pas normal qu'on doive installer Node.js et NPM et avoir un dossier Node Modules qui fait 50 gigas pour faire un petit projet PHP. On s'est dit, il y a un truc qui ne marche pas. Et ça tombe bien parce que les fournisseurs de navigateurs se sont dit la même chose. Les développeurs de navigateurs se sont dit la même chose et ils ont rajouté le support des modules JavaScript directement dans les browsers avec la feature qui s'appelle les import maps, où on peut mapper un import sur l'URL du fichier JS sur le CDN ou sur, enfin là où il est, quoi. Et grâce à ça, on a démarré Asset Mapper, qui est ce composant qui permet de générer les bonnes balises pour les browsers. Et puis ça nous a ouvert la porte ensuite d'une intégration facilitée sans Node.js des stacks JavaScript front. Donc on a commencé avec Stimulus et Turbo, qui permettent tout de suite d'avoir des feelings SPA
et d'enrichir le comportement. Moi, j'avais un bouquin quand j'ai commencé qui s'appelait DHTML avancé, le dynamique HTML avancé. Voilà, c'était génial. Et bien là, c'est pareil. On peut faire du dynamique HTML dans du HTML quasiment 4. Enfin, voilà. Pas besoin de stack de compile compliqué, c'est l'essentiel. Et il y a plein de petits composants ensuite qui se sont retrouvés packagés. Là, vous allez voir sur xsymphony.com. C'est quelque chose de toujours très actif. Et j'aimerais vous encourager à l'utiliser et à y contribuer. Je crois que c'est un projet qui a besoin de plus de contributeurs. Donc, à votre bon cœur. Il y a vraiment des choses chouettes qui se passent là-bas. Alors, d'autres wow, on est toujours sur l'expérience développeur, parce que je pense que c'est vraiment l'axe le plus difficile aussi, parce qu'on aimerait bien que ça juste marche. Et ça, c'est dur à faire. Mais pour ça, il faut nous outiller. Et pour nous outiller, on a commencé, ça c'est une de mes premières contributions. Je suis fier de vous le dire comme ça me plaît. Mais quand je suis arrivé, j'avais déjà fait un petit framework dans mon coin. Certains en ont entendu parler, voire tous les jours, les premiers jours où je suis arrivé. Et je disais, non, ça s'appelait Patchwork, dans Patchwork on fait comme ci, dans Patchwork on fait comme ça. C'était en même temps que j'apprenais comment on faisait dans Symfony, évidemment. Bon, c'était mieux dans Patchwork jusqu'au jour où, voilà, enfin bon, bref, j'étais en train d'apprendre, quoi. Et par contre, il y a un truc que j'avais fait qui était une fonction de dump. Et aujourd'hui, vous avez le composant var dumper, la fonction dump, et je crois que tout le monde l'utilise. Et c'est cool. Et ça marche super bien, et c'est essentiel pour bien coder en PHP aujourd'hui. Les pages d'erreur, c'est pareil. La web toolbar, vous l'utilisez tous les jours, j'imagine aussi. C'est essentiel pour savoir ce qui se passe. Les commandes dans la console, je ne sais pas si vous l'utilisez tous les jours, mais à chaque fois que j'oublie de l'utiliser, je fais mince, j'aurais été tellement plus efficace à lancer ma commande debug router pour retrouver mes routes facilement, debug auto-wiring pour découvrir les services disponibles et ce genre de choses. Et puis le petit dernier dans le tooling, c'est Symfony CLI. Ça c'est pareil, plutôt que pareil, je reviens en arrière, je me souviens, première chose à faire pour faire du PHP, c'était configurer les virtualhosts dans Apache. Wow. Voilà, donc ça c'est fini. Symfony CLI, il y a d'autres choses qui permettent de faire ça aussi. Hein. Mais vous faites un Symfony Server Start, ça boot un petit front, serveur front qui parle au FPM derrière, ça se configure tout seul. On éteint le truc, le serveur s'éteint en même temps. C'est parfait. C'est ce dont on a besoin pour développer. Ça marche super bien. Alors ça vous connaissez, hein, c'est juste des petits screenshots pour illustrer. Voilà. Un autre milestone et un autre wow qu'on a sur Symfony, c'est tout ce qui est, alors là je mets le côté ultra configurable, c'est le support des variables d'environnement. Par exemple, ça a commencé comme ça. Ça a commencé d'abord comme un problème. C'est Heroku qui a commencé avec tous ces variables d'environnement en disant tout doit être configurable dynamiquement dans des applications. Donc on doit avoir le endpoint de la base de données qui peut changer en temps réel parce qu'il déploie sur des infras distribués, il reboot des pods et des machins comme ça. Et puis je sais qu'Heroku, à l'époque, il nous disait « mais Symfony, c'est top, mais Symfony, ça ne marche pas avec les variables d'environnement ». Et j'ai entendu ça pendant plusieurs années, parce qu'on ne savait pas comment faire. Symfony, c'est une application compilée. Le container, la configuration, tout ça, on le lit une fois, on compile, et puis une fois que c'est compilé, c'est compilé. Et à l'époque, on ne savait pas comment injecter des trucs dynamiques là-dedans, les variables d'environnement. Jusqu'au jour où Tilt, ça a fait Tilt, et maintenant, évidemment, c'est acquis. Personne pense qu'il y a une histoire derrière ça, mais il y en a une qui a été douloureuse quelque part, parce qu'on ne savait pas faire. Donc ça, c'est cool de pouvoir shipper à des dates données, je vous en ai parlé au tout début, et de ne pas avoir à shipper à des dates données des features définies par un product owner. Et ça, c'est normal que ça marche comme ça, évidemment, dans les entreprises, parce qu'au final, on veut des features, mais dans l'open source, on peut se permettre de prendre 3 ans si on n'a pas la bonne idée pendant 3 ans. C'est à peu près ce qui s'est passé là. Mais maintenant, en tout cas, ça marche super bien. Donc, les variables d'environnement, les secrets, tout ce qui est gestion du mode worker. Aujourd'hui, FrankenPHP, on va en parler dans la conférence, il y a ce mode worker qui permet de réutiliser le conteneur plein de fois, on dit c'est génial, c'est nouveau, etc. Mais ça fait très longtemps qu'on a cet objectif en tête, tous ensemble, de dire il faut que les services, il n'y ait pas d'état, il faut qu'on ait la reset interface parce qu'il y a des services qui collectent des choses, il y a bien un moment, il faut les reset. Donc ça fait un moment qu'on bosse sur ce sujet et il se trouve qu'à la fin, le fruit est mûr et FrankenPHP, il cueille le fruit. De faire tourner le mode worker et ça juste marche. Et ça, c'est cool aussi. Je vous ai dit, c'est compilé, donc ça va super vite, c'est du code généré.
finalement, tout ce qui est injection de dépendance. Et puis, ça se déploie bien sur toutes les infras. J'ai mis Symfony Cloud, mais évidemment, toutes vos infras de déploiement, il n'y a pas que Symfony Cloud. Voilà. Quelques composants sur lesquels je fais des wow aussi. Un composant qui a pas mal révolutionné les choses aussi, c'est Messenger. Messenger qui est arrivé par un contributeur qui s'appelle Samuel Rosé autour d'une bière au Symfony Live à Londres en 2016, un truc comme ça. On discute, blabla, et puis il me dit « Ah, j'ai fait un truc dans ma boîte, ça pourrait être utile, ça pourrait être un composant Symfony. » Et donc, il a fait sa pull request, encouragé par quelques bières, donc. On est à Londres. Hein. Et puis, je crois qu'on a mis pas mal de temps tous ensemble. On est nombreux à s'y être collés, parce qu'il a proposé un truc, c'était un point de départ, mais ça a été complètement changé pendant un an, on va dire. On a publié ça en expérimental, et je crois que c'est la première fois qu'on a introduit ce process des composants expérimentaux, parce qu'on avait besoin. On savait que c'était pas ce qu'on voulait. On voulait aller par là, mais on savait pas trop à quoi ça allait ressembler. Aujourd'hui, on a un truc qui est top, que quasiment toutes les applications utilisent, parce que c'est indispensable de pouvoir déclencher des jobs en tâche de fond, et c'est comme ça qu'on fait dans l'écosystème maintenant. Ça sert à d'autres choses, hein. Ça sert à faire du CQRS et des commandes bus et des trucs comme ça, mais le use case premier, c'est les jobs asynchrones en tâche de fond, et c'est super bien. Il y a des intégrations qui sont rajoutées à chaque nouvelle version, ou presque. Ça fonctionne avec Doctrine, RabbitMQ, Amazon SQS, etc., Redis. La liste peut s'allonger en fonction des contributions, pareil. Le client HTTP, ça a aussi été quelque chose d'assez fondateur, puisque ça ouvre tout d'un coup les portes à l'interactivité, l'interconnexion, l'interopérabilité entre des composants Symfony et le reste du monde. Ça a commencé avec le composant mailer, et d'ailleurs, c'est le composant de mailer qui a déclenché ce besoin-là. Fabien avait Swift Mailer historiquement, qui commençait vraiment à sentir le sapin. En termes d'architecture, il ne fallait pas ouvrir le code si on ne voulait pas avoir des maux de tête. Donc un jour, il s'est dit, allez, j'y vais, je réécris ce truc. Et puis évidemment, pour envoyer des mails, aujourd'hui, on ne fait pas que du SMTP, on fait aussi du HTTP. Et il fallait un client HTTP qui soit simple à utiliser. Et c'est comme ça qu'on a commencé sur ce truc. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a un des meilleurs clients HTTP de l'écosystème. C'est asynchrone, c'est super simple à utiliser, c'est fail-safe. Si vous ne codez pas les chemins d'erreur, ça va vous déclencher des exceptions. Voilà, je suis assez content des use cases avancés qui me sont remontés. Et puis c'est très facile à utiliser, ça fait le grand écart entre tout ça. Ça a aussi servi à créer des intégrations avec plein de prestataires. Je vous ai parlé de Mailer, mais aussi Notifier. Et là, la liste est longue, et je crois qu'il y en a d'autres, je n'ai pas encore mis les tout derniers. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, de voir cette activité de contribution de toutes ces entreprises qui ont des services, qui font l'effort de maintenir, des contributeurs utilisateurs qui font l'effort de contribuer. Et donc, ça permet d'envoyer des SMS, de parler sur des systèmes de chat, etc., très facilement. Il y a des intégrations Mailer, Notifier, Messenger, et puis il y a aussi Translation, avec des back-ends de traduction qui sont intégrés. Voilà. Alors, il y a plein d'autres composants. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais quelques wow supplémentaires. Le composant Serializer, qui permet de construire API Platform en partie, et puis de sérialiser de façon plus générale des objets en JSON ou en autre chose. Event Dispatcher, pareil, ultra dynamisme dans le code. Tout ce qui est outils de testing, on peut faire du test fonctionnel assez facilement. Les outils de traduction, les voteurs pour la sécurité, ça permet de faire des couches de sécurité qui sont plutôt simples. On code dans son petit coin le voteur et hop, ça s'intègre dans les firewalls. Le composant workflow, ça a été aussi quelque chose qui a apporté de la structure dans toutes ces arbres de décision qu'il faut piloter. Un truc plus bas, le composant INTL et les polyfills. Ça, c'est des composants, vous vous en souciez pas, personne ne code directement avec les polyfills, ça n'a pas de sens. Personne ou très peu de monde code directement avec INTL, mais par contre, c'est là, et ça fait partie des fondations qui permettent de construire tout le reste. Et des applications internationalisables, évidemment. Voilà, alors en 7.4, un petit focus, ça va vous plaire aussi. En 7.4, les stats, ça nous dit 153 features. Je ne vais pas vous les lister. Elles sont plus ou moins intéressantes. Il y en a peut-être une que je ne trouverais pas intéressante, qui sera celle que vous voulez depuis 10 ans. Donc je ne vais pas les prioriser, à part j'ai fait ma shortlist, vous verrez. 190 mineurs, 115 merge up, voilà, ça c'est juste pour cadrer un peu les choses, c'est classique en termes de stats.
J'ai mis 4 highlights ici. Un qui est de dire, dans le composant runtime, on a rajouté le support de FrankenPHP, le mode worker natif. Donc il n'y a rien à installer comme dépendance supplémentaire pour que ça marche. Dans le composant var_dumper, la fonction dump, maintenant elle va automatiquement décider de dumper en HTML ou en texte en fonction du header accept qui vient, si vous êtes dans un contexte navigateur, ce qui évite d'avoir du HTML qui s'affiche au milieu d'une réponse d'API, et donc du coup un truc illisible évidemment. Dans le composant workflow, on aime bien les enums, ça permet de structurer un tout petit peu mieux les valeurs scalaires. Et maintenant, il est possible d'utiliser les enums pour vos entités et pour les states, set state, published, set state, submitted. Ces états-là, vous pouvez les décrire maintenant avec une enum. Et puis, on a aussi amélioré l'intégration du composant clock avec doctrine. Donc, vous verrez que vous pouvez utiliser un nouveau type doctrine, daypoint, timepoint, qui correspondent à des versions un petit peu améliorées des datetime interfaces, des implémentations natives. Ensuite, un peu plus en détail, il y a un composant qui a été publié en 7.3, qui s'appelle JSON Streamer. Il n'est plus expérimental. C'est normal, parce qu'en 7.4, c'est une version LTS, on ne va pas mettre un truc expérimental pendant 3 ans. Ça n'aurait pas de sens. Donc la 7.4, c'est aussi le moment où on n'autorise plus la création de nouveaux composants. Donc je n'ai pas de nouveaux composants à vous lister aujourd'hui. Heureusement, ça serait quand même un peu risqué de vous dire c'est expérimental, mais on va le maintenir pendant 3 ans. Ça n'aurait pas de sens, c'est contradictoire. Alors, ce composant-là, il permet de streamer dans les deux sens du JSON. Streamer, ça veut dire générer le JSON bout par bout, chaîne par chaîne, quand il y en a besoin, évidemment. Ça, c'est que pour les grosses réponses. Si vous avez un truc qui fit en mémoire, qu'on peut JSON sérialiser en mémoire, et puis ensuite envoyer sur le réseau, tant mieux, continuez comme ça, c'est plus simple. Si vous avez des besoins de streamer des gros JSON, ça va vous servir. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Si vous avez besoin de recevoir un flux entrant avec une structure JSON qui est envoyée au fur et à mesure, c'est pareil. Ce composant va vous permettre d'y accéder au fur et à mesure que ça arrive. Pour ça, il y a des interfaces à implémenter. Et il y a surtout un attribut à utiliser ensuite sur les entités qui vont pouvoir interagir avec ce système. Je vous laisse regarder. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je vous mets ça en tête. Il y a un petit complément, un petit copain, c'est Object Mapper. Object Mapper, c'est pour transférer les données d'un objet A à un objet B. Et du coup, les DTO, vous voyez, ils viennent tout de suite là-dedans. On a une entité, une API plutôt, qui est décrite avec une ressource API plateforme, qu'on veut ensuite transférer dans un formulaire, pourquoi pas, ou dans la base de données. On n'est pas obligé d'utiliser une entité, doctrine, pour tout. Voire à un moment, il ne faut pas le faire. Et donc pour ça, on a plusieurs objets qui vont se ressembler et il va falloir transférer les données de A vers B. Et c'est ce que va faire le composant Object Mapper. Vous voyez tout en bas, on fait un New Object Mapper qui implémente cette logique-là. Et ensuite, on lui dit de mapper A pour obtenir un B. Et le mapping se base sur des attributs. C'est assez bête, mais c'est assez efficace aussi. Il y a une paire qui n'est pas encore mergée, qui, par défaut, l'implémentation utilise la réflexion. Il y a une implème que Antoine a soumise qui génère du code pour que ça aille plus vite. Les attributs, c'est top pour la DI, et il y a Lionel, un autre contributeur, qui lui s'est dit mais ça serait vraiment bien qu'on puisse s'en servir pour décrire nos commandes, écrire des lignes de commande. Alors là, j'ai fait un combo, c'est un peu plus avancé, par défaut, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, mais c'est possible en Send4 de faire une classe invocable, vous la décrivez comme étant une commande avec l'attribut tout en haut, et là, vous voyez la fonction invoke, elle a un argument qui s'appelle user_dto, et dessus, c'est marqué map_input. Et ça, le composant console va s'en servir pour dire « Ok, pas de problème, je vais aller voir user_dto, qui va ressembler à ça, par exemple, et je vais aller faire le job de décrire la commande grâce à ces attributs. » Donc là, il y a un argument, username, qui va être du coup un argument de la ligne de commande. Donc vous allez faire create user, et là, vous donnez le username. Et puis d'ailleurs, il y a une question ask, l'attribut ask ensuite. Celui-ci dit, si l'argument n'est pas sur la ligne de commande, tu passes en mode interactif. Et tu demandes, avec cette question-là. Pareil pour le mot de passe. Et puis là, il y a même le interact. Je vous montre un peu tout en même temps. Évidemment, vous n'aurez pas besoin de tout en même temps. Là, c'est pour dire, après avoir reçu la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, vous voyez, ça dit, si le mot de passe n'a pas été donné,
pas de problème, j'en génère un, j'affiche un petit message pour dire « il est dans ton presse-papier ». Là, c'est une implémentation fictive, évidemment, mais c'est pour vous dire que, voilà, avec des descriptions sans trop de couplage ou sans couplage de type héritage aux composants console, on se retrouve avec des objets qui décrivent ce qu'il faut faire et Symfony se débrouille derrière. C'est plus descriptif, c'est plus joli à lire, c'est plus facile à tester aussi, évidemment. Donc voilà, on a gagné. Alors, le dernier truc, c'est, je vous ai parlé, on a déprécié le format XML, mais on cherche un remplaçant. Il va être possible, en 7.4, de décrire la configuration de ces routes et, du DI, et de la DI en utilisant des tableaux PHP. Là, il y a un petit objet autour, mais il est complètement facultatif. Le petit objet, il permet de dire à l'analyseur statique ou de dire à son IDE, pour avoir de l'autocomplétion, le tableau, là, en argument numéro 1 de cet objet, il doit avoir telle shape. Il accepte telle clé, tel type de valeur, et les valeurs sont d'ailleurs des tableaux qui sont eux-mêmes des tableaux clés-valeurs, etc. On décrit une shape, et on veut faire ça pour que, en utilisant des tableaux tout bêtes, PHP-Stan, Psalm, PHP-Storm soit capable de dire cette clé de config, elle n'existe pas, ou tu es en train d'écrire un truc, c'est sûrement, voilà le choix des possibles en fait. Donc on est toujours sur cette idée de l'expérience développeur. Si un jour, et ça n'est pas le cas, on se dit ce format-là est le format préféré qu'on recommande, on veut que l'expérience soit au moins aussi bonne que celle qu'on a aujourd'hui en YAML. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ces sujets. Donc là, c'est l'exemple pour les routes, ça c'est l'exemple pour les services. C'est quelque chose en cours. C'est une discussion qu'on démarre quelque part aujourd'hui avec des implémentations auxquelles on va pouvoir se confronter. L'autocomplétion, par exemple, ne marche pas vraiment encore parce qu'il y a des trucs dans PHP Storm qui sont buggés, qui sont pas... On pousse un peu les murs de nos outils. Mais ça tombe bien, on connaît les équipes de PHP Storm, de PHP Stan, etc. Donc on va pouvoir pousser les murs pour faire que ça marche. En attendant, on s'est dit, c'est cool de penser à un nouveau format qui résoudrait des problèmes qu'on a aujourd'hui avec le YAML. Par exemple, le référencement des constantes, c'est pas joli en YAML. Mais on va quand même améliorer le format YAML. Et on a trouvé une façon de faire qui existe depuis un moment, qui est supportée par tous les IDE, qui est d'associer un schéma JSON, un JSON schema, à un fichier YAML. Il se trouve, je l'ai appris récemment, et il a suffi de le faire, de décrire avec un JSON schema ce que c'était qu'une configuration de service en Symfony, par exemple, et puis ça marche. Donc vous aurez de l'autocomplétion sur les services en 7.4. C'est cool. On bosse aussi sur la génération de JSON schema pour les bundles, en se basant sur la configuration qu'ils définissent. Ce n'est pas encore fait, mais ça va venir. Il y a encore des choses à faire, hein. De toute façon, on s'en garde pour l'avenir. Voilà, je vais finir sur quelques autres petits trucs. Il faut que j'aille un peu vite maintenant. Symfony AI, j'en ai pas parlé, c'est pas dans Symfony 8, le projet on l'a mis à part pour que le groupe là-bas puisse itérer, faire des releases, faire les choses à son rythme. Donc c'est pareil, je vous invite à aller voir, on va en parler un petit peu ces jours-ci aussi. Voilà, et j'ai quelques wow pour finir, des wow moins techniques, mais essentiels, la documentation. Je pense que c'est pour ça que Symfony a mieux marché que beaucoup d'autres choses. Une documentation incroyable, maintenue. Donc c'est encore le cas, hein, la 7.4, là, Ravier fait un boulot de dingue en ce moment pour documenter tout ce qui a été mergé pendant ces derniers mois, et ça fait des années qu'il fait ça, et il n'est pas seul, et j'espère que vous y contribuez, parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a Symfony Cast, qui fait des versions vidéo de tout ce contenu. Je vous invite à prendre un abonnement aussi pour faire perdurer ce projet. La communauté, évidemment. La communauté, c'est 4000 contributeurs sur ces 20 dernières années. On estime à environ 500 contributeurs uniques tous les ans. Il y en a qui reviennent, hein, évidemment. Donc ça, c'est bravo à tous, merci, c'est incroyable. C'est ce qui fait que Symfony est vraiment à part. C'est un objet collectif, avec un leadership, évidemment, mais c'est un objet collectif qui n'existerait pas sans tous les autres qui ne sont pas dans la core team. La core team, finalement, c'est juste ceux qui connaissent les process et qui mettent un peu le cadre, mais c'est tout. Quand même, merci à la core team parce qu'ils font un travail avec une dévotion incroyable. Tout le monde est bénévole, alors tout le monde sauf moi, Fabien. Le reste du monde est 100% bénévole. N'imaginez pas que Symfony a cette activité parce qu'on a 2000 développeurs quelque part qui codent. C'est pas comme ça que ça marche. Ça n'a jamais marché comme ça. Symfony, c'est open source et ça commence par des contributions de tout le monde. Voilà. Donc,
Merci à la core team aussi d'avoir le leadership de faire tout ça. Je vous ai dit, il y a moi, Fabien, on est rémunéré aussi pour faire avancer cette roue ensemble. C'est important d'avoir quelqu'un qui est là parce que tous les jours, il y a des contributions à relire, tous les jours, il y a vraiment un travail à fournir en face de cette activité. On ne peut pas juste dire au reste de tout le monde, contribuer, et puis on va faire quelque chose de structuré. C'est pas vraiment comme ça que... Enfin, c'est pas possible. Il y a pas mal d'entreprises qui l'ont compris, mais il n'y en a pas assez. Donc je passe le mot. Si vous voulez mettre votre logo dans la liste des contributeurs financiers de Symfony, venez me contacter. Merci à ceux qui l'ont compris. Et puis merci à vous de l'entendre et puis de faire passer le mot. C'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, demain, tout le temps. Voilà, Symfony, c'est un projet mature et moderne, ce qui est quand même un grand écart. Ça marche pour les entreprises et pour les petits projets. Alors je sais qu'il y a de la compétition sur cet écosystème, mais c'est quand même le cas. C'est fait pour l'expérience développeur. L'extensibilité, c'est essentiel. Les design patterns, ce genre de choses, on y tient. Pour une raison, c'est que ça permet à chacun ensuite de recomposer tous ces composants ensemble. Du coup, ça permet l'innovation, ça permet d'avancer. Et j'ai mis Open Source Spirit all the way down, parce que l'open source, c'est vraiment fondamental. À tel point qu'on se dit, des fois, j'ai des discussions avec certains d'entre vous en disant « mais comment on ferait pour nous aussi avoir des millions et des Lamborghini ?» On n'y arrive pas parce qu'à chaque fois qu'on pense à une bonne idée, on se dit on va la mettre en open source. Voilà. Et puis on peut en vendre beaucoup des symphonies, mais ça rend personne riche, quoi. Hein. Mais c'est pas grave, il y a d'autres valeurs dans la vie. Et je crois qu'on a un endroit où il se passe quelque chose de sympa aussi et de différent. Voilà, merci à tous. Passez un bon forum. Merci, merci Nicolas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une petite question rapide? Allez, juste devant. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me rends compte que je deviens vieux. Et donc, je voudrais savoir pour l'avenir, quels sont les projets WOW, un ou deux, qui seraient prévus ou qui seraient en réflexion. C'est très difficile à dire, parce que je ne sais pas ce que vous allez contribuer demain. Moi, j'ai des petites idées. J'ai une petite to-do, mais c'est moi, c'est mes dadas. J'aimerais bien qu'on continue sur ces formats de configuration, qu'un jour on puisse passer indifféremment d'une config YAML à PHP, parce que je crois qu'il y a une demande là-dessus, mais bon, c'est pas très waouh non plus. Ça serait cool, ça continue à faire avancer le truc. Symfony AI, ça serait bien qu'il tag la release 0.1, ça serait un waouh ça. Non, je ne peux pas répondre à la question, et c'est sincère. À chaque fois qu'on me la pose, je réponds ça, en disant dites-moi. Et d'ailleurs, je suis là ces jours-ci, dites-moi si je peux aider à faire germer des idées ou vous encourager à les faire avancer. Merci beaucoup, Nicolas.